Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue, welcome sur 01 TV. Vous le savez, on est là chaque jeudi pour commenter toute l'actualité high-tech. C'est 01 Hebdo. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous pour commenter et pour vous apprendre plein de choses. Voici le sommaire. On va parler cybersécurité, François, tout d'abord, ou plutôt cyberattaque même. Electronic Arts, le grand éditeur de jeux victime d'une cyberattaque massive. Explication de notre spécialiste Benoît Grunemwald. Et puis Jérôme, on découvrira une appli ludique, piloter un robot sous les océans pour nettoyer les mers. C'est pas mal du tout, ça sera notre rendez-vous Tech Care. Il y a un Mobile World Congress à Barcelone cette année. Et on n'y est pas, tiens. Contre toute attente, il n'y aura pas grand monde, mais il y aura des nouveautés télécom que va venir nous expliquer Amélie Charnet. Et puis notre rendez-vous avec Jordan Cossino pour terminer ce 01 Hebdo, ce sera « Je veux savoir ». Nicolas Lelouch répondra à toutes vos questions. Et j'ai vu sur la vidéo que Jordan avait de nouvelles baskets. Oui, ça c'est vraiment le scoop de ce 01 Hebdo. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. C'est parti pour votre rendez-vous tech de la semaine sur 01 TV. Voilà, on est très heureux de vous retrouver, en effet, comme tous les jeudis soirs sur 01 TV pour 01 Hebdo, notre émission phare qui dure depuis maintenant combien? Oula, hein? Depuis très longtemps, voilà, à l'époque on était tout petits. Et émission réalisée évidemment en collaboration avec la rédaction de 01net.com. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site 01net, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis bien sûr sur la chaîne 01 TV sur les box Orange, SFR, Free, et sur satellite aussi sur FranceSat, Jérôme Colombin. Vous avez pu entendre le sommaire, mais on a encore plein d'autres choses en plus à vous raconter, et notamment tout de suite avec l'actu. L'actu, François, elle fait froid dans le dos. Et oui, elle fait froid dans le dos. On ne le répétera jamais assez, mais soyez prudents lorsque vous voulez spéculer, notamment avec les crypto-monnaies, Jérôme. Ça peut coûter cher. Exactement, avec cette affaire qui n'est pas encore très claire, mais apparemment 40 à 58 millions d'euros de crypto-monnaies volatilisées, évaporées, peut-être détournées, suite au crash, on peut le dire, d'une société française, même pas une société d'ailleurs, une association, exactement. Ouais, voilà, basée dans la région de Dijon, qui a annoncé tout simplement à la fois à ses clients et même à ses salariés qu'ils avaient perdu tout leur argent. Alors c'est une histoire un peu encore sombre et floue. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on ne rentrera pas forcément trop dans les détails, mais en gros, visiblement tout cet argent qui était stocké, plusieurs dizaines de millions d'euros, puisque en fait il y avait 40, 50, 60, plusieurs centaines de personnes. Ça dépend du cours des différentes monnaies en plus. En plus, ça bouge beaucoup, bien sûr. Plusieurs centaines de personnes avaient donc investi dans ces crypto-monnaies. Et d'un coup, ce portefeuille, vous savez qu'il y a un portefeuille numérique, puisque la crypto, bien sûr, tout ça est complètement dans le cloud et, on va dire, en théorie sécurisé. Mais malgré tout, ce portefeuille aurait été réinitialisé, ce qui fait qu'il serait passé de plusieurs dizaines de millions d'euros à 0 €. Ouais. Alors, comme tu le dis, c'est un peu bizarroïde, parce que réinitialiser, c'est le mot qui a été annoncé aux clients, mais apparemment, les crypto-actifs qui se trouvaient sur une plateforme chinoise auraient disparu, mais la plateforme dit que en fait, cette association n'avait pas de compte, donc c'est un peu chaud comme histoire. C'est un petit peu chaud. Voilà. En fait, au-delà de l'histoire, qui est un peu, on va dire, flou, je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'avant, c'est vrai que c'est tentant, quand on voit le cours du Bitcoin qui gagne des dizaines et des dizaines de pourcents parfois en une journée, c'est vrai que c'est tentant de spéculer, de placer de l'argent là-dedans. Qui en perd autant très vite. D'ailleurs, il est à la baisse là, depuis plusieurs semaines. Il est à la baisse, bien sûr. En fait, le conseil qu'on peut vous donner, c'est soyez très prudents avant d'investir dans des crypto-monnaies, Jérôme. D'autant que malgré tout, il y a des règles à respecter, notamment celle de l'AMF. Exactement, l'AMF, c'est l'association des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers. Tout à fait. Et c'est le site officiel français qui peut vous aider vraiment à y voir clair, c'est-à-dire que vous y
trouverez à la fois la liste de tous les organismes dont il faut se méfier, à la fois pour les crypto-monnaies, mais aussi pour d'autres types de placements financiers un peu douteux. Et puis au contraire, vous trouverez la liste des organismes qui sont agréés par l'AMF, donc auxquels vous pouvez apparemment et a priori faire confiance. Ce n'était pas le cas de cette société, de cette association qui n'était pas agréée par l'AMF. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les cryptos, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Voilà, bien réfléchir avant d'investir. Jérôme, dans l'actualité aussi cette semaine, c'est bien Apple qui est montré du doigt en ce moment, à la fois aux États-Unis avec bien sûr cette fronde du gouvernement américain contre Apple, et enfin contre Apple, mais aussi contre tous les GAFA, avec cette volonté de démantèlement, cette fameuse loi antitrust. On en glissera peut-être un mot tout à l'heure, mais plus près de nous, en Europe, Apple est attaqué concernant son App Store et ça commence à devenir sérieux. Exactement. On a l'impression qu'il y en a toutes les semaines actuellement, des enquêtes, des déclenchements d'enquêtes, des condamnations contre les GAFAM. Et là, effectivement, ce qui est mis en cause, eh bien, ce serait le monopole, entre guillemets, parce que c'est vraiment entre guillemets, d'Apple pour l'App Store dans son écosystème iOS. Et d'ailleurs, Tim Cook y a fait allusion lors de son intervention à Vivatech. Oui, c'était la semaine dernière. Oui, tout à fait, en expliquant, enfin, donc c'était déjà dans les tuyaux, et en expliquant évidemment qu'il ne fallait surtout pas faire ça. De quoi il s'agit? L'idée, ce serait par exemple sur un iPhone, aujourd'hui, vous ne pouvez télécharger des applications que par l'App Store, et bien peut-être demain de vous permettre d'aller chercher des applications ailleurs. C'est ce qu'on appelle le side loading. C'est-à-dire qu'on aurait un autre magasin d'applications alternatif à celui de l'App Store. Au nom du respect de la concurrence. Tout à fait, pour qu'on puisse en avoir le choix et avoir la liberté, en fait, de sortir de cet écosystème Apple. C'est ce qui existe déjà, d'ailleurs, dans le monde Android, Jérôme, parce que d'un côté, on a le Google Play, qui est le store officiel de Google, où on peut télécharger toutes les applications, mais il existe des dizaines en fait, de stores alternatifs que l'on peut installer en un clic sur son téléphone Android. Voilà, c'est ça. Est-ce que, et alors ça c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut ouvrir la boîte de Pandore et autoriser en fait à des magasins tiers à s'installer en fait sur un iPhone? Parce que la défense d'Apple, et qui peut vraiment s'entendre, c'est la notion de sécurité. Oui, l'écosystème iOS, iPadOS, etc., et macOS, eh bien, c'est un écosystème fermé, on le sait, mais le prix et l'avantage de ça, c'est que, eh bien, on ne peut pas faire rentrer n'importe quelle application, et il y a beaucoup moins, par exemple, d'applications un peu malveillantes que sur Android. Et donc Apple dit que, attention, ce serait vraiment une porte ouverte vers l'insécurité numérique. On pourrait se retrouver avec, par exemple, des logiciels malware, de surveillance, en fait, qui pourraient s'installer sur l'iPhone, si effectivement on passe par un magasin alternatif. Alors déjà, rien que de cette manière, il y a des applications qui ont réussi à passer. Tout à fait. Dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu quelques trous dans la raquette, on va dire, dans la vérification. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Applis. Ils modèrent 100 000, ils reçoivent 100 000, ils contrôlent 100 000 applications par semaine et il y a 500 personnes qui s'occupent de ça. C'est incroyable, incroyable. Après, bon, ça c'est, on va dire, Apple est dans son rôle aussi d'agiter un petit peu le drapeau de la peur, de la psychose, tout ça. Mais de l'autre côté, on voit que pour eux, ça serait aussi peut-être une catastrophe d'ouvrir, en fait. Il y a un aspect économique. Parce qu'aujourd'hui, pour télécharger une appli, vous êtes obligé, et quand vous payez, de passer par l'App Store. Et on le sait, Apple se sert généreusement sur le coût de la transaction. Si demain, il y a un store alternatif qui s'ouvre, ça veut dire que Apple ne toucherait plus entre 15 et 30% de commission sur les applis qu'on pourrait acheter. Pour les applis payantes. On peut imaginer aussi que c'est une situation inconfortable pour Apple qui pourrait peut-être briser un peu ce modèle économique qui aujourd'hui rapporte des milliards et des milliards. Alors ce que vous voyez défiler à l'écran, là, vous avez pu apercevoir ce long texte, c'est un document qu'Apple vient de publier et qui est vraiment destiné au grand public pour expliquer en long, en large et en travers pourquoi ce serait mal d'ouvrir la porte à un deuxième App Store avec plein de cas de figure selon Apple qui
mettrait en danger la sécurité des utilisateurs. Alors pourquoi Apple a peur? Tout simplement parce que l'Europe commence à montrer du doigt en fait ce monopole de l'App Store en fait sur l'iPhone, et on murmure de ci de là que l'Europe pourrait obliger Apple à ouvrir en fait son magasin d'applications à des systèmes alternatifs. C'est pour ça qu'Apple a peur, parce que si l'Europe oblige Apple à ouvrir un magasin alternatif, ou en tout cas à laisser la porte ouverte à d'autres systèmes, ça pourrait faire boule de neige, Jérôme, jurisprudence, et ça pourrait devenir après mondial, en fait, cette décision. Exactement, ouais, bien sûr. Si ça se passe en Europe, ça pourrait ensuite aller sur les autres marchés. En tout cas, sujet très intéressant. Ça ne va pas se décanter tout de suite, mais on voit qu'Apple est en train de poser ses jalons avec une communication assez claire sur ce sujet, à suivre en tout cas. Gros dossier. Alors, revenons à des choses plus concrètes. On va passer chez les autres, là, dans l'univers PC. Il y a du neuf dans l'univers PC, François. Du côté de chez Microsoft. Et aujourd'hui même avec la présentation de Windows 11. Alors on est un peu frustré parce que l'heure à laquelle on enregistre en fait ce 01 Hebdo, on n'a pas encore eu véritablement les annonces de Microsoft concernant ce Windows 11. Voilà, keynote à 17h, voilà. Vous regardez sans doute ce live à 19h et nous on l'a enregistré avant. Voilà, mais on sait déjà tout, c'est pas 14h. On sait déjà tout. Non, mais on a quelques rumeurs, mais c'est vrai que il était compliqué pour nous de ne pas vous en parler. Donc cette keynote devrait, en théorie, présenter le nouveau Windows, qui serait le Windows 11, successeur du fameux Windows 10 que l'on connaît. Et alors, il y a quand même beaucoup de choses apparemment qui ont déjà fuité, et des fuites assez fiables visiblement. Et donc vous le découvrez, vous le découvrez, un tout nouveau design pour ce Windows. Tout à fait, un design quand même assez épuré et changeant par rapport à la précédente version. Donc c'est fini les tuiles, les trucs, les machins. Exactement. Et alors la petite révolution, mais alors attention, accrochez-vous, le bouton démarrer qui passe au milieu de l'écran. Mon Dieu, mais quelle révolution les amis! Déjà, quand il avait disparu, vous vous souvenez, il y avait des émeutes, il y avait des manifs dans les rues et tout, c'était horrible. Tout à fait, c'était terrible. Voilà. Non, mais là, quand ils avaient dû remettre le bouton démarrer. Microsoft avait été obligé de se plier en fait aux exigences de ses utilisateurs. Ouais. Enfin, ça prouve que malgré tout, ils sont à l'écoute de leurs clients et de leurs utilisateurs. Donc voilà, un nouveau Windows 11 qui arriverait pas tout de suite. En fait, voilà, on pourrait commencer à le télécharger, je crois, à la fin de l'année. C'est ça oui, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura une version bêta. Il y aura une version bêta, voilà. Place, etc., il y aurait d'autres choses. Alors, ce serait surtout quand même très esthétique, les nouveautés, retour des widgets aussi. Mais apparemment, encore une fois, à l'heure où on enregistre, on n'a pas beaucoup d'infos sur les éventuelles nouvelles fonctions vraiment hard. On y reviendra, bien sûr, dans les jours qui viennent sur 01 TV avec l'analyse, bien sûr, de tous nos journalistes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y aurait sans doute un nouveau Windows Store. Vous savez, c'est ce magasin, on en parlait avec Apple. Microsoft, il y aura un App Store en fait. Non, je plaisante. Qui sait, peut-être. Tu sais, on peut s'attendre à tout aujourd'hui, franchement. Donc un nouveau Windows Store et puis peut-être aussi une nouvelle version de ce Windows 11 Lite qui pourrait tourner sur des machines en fait qui seraient dénuées de puissance. Voilà, ça aussi c'est assez intéressant. On y reviendra bien sûr. Et c'est amusant, François, parce qu'alors que sort qui est annoncé le Windows 11, sais-tu qu'on fête un anniversaire demain? Et oui. Et attention, demain, 25 juin. Un anniversaire quand même assez historique, puisque c'est le 23e anniversaire de Windows 98. Ah là là, Windows 98. Oui, vous n'étiez pas né, je sais. Nos premiers émois devant l'ordinateur, Jérôme. Et on s'en rend pas compte, mais Windows 98, c'était une petite révolution. C'était complètement une révolution. C'était le premier OS tourné vers Internet. C'était l'apparition du bouton Start. Le bouton Start, effectivement. Avec Start Me Up des Rolling Stones. Alors, il y avait Windows 95 aussi. Oui, il y avait 95. Et 95, il y avait le bouton Start? Je me souviens plus. Je crois qu'il y avait déjà le menu démarrer dans Windows 95. Mais enfin, en tout cas, voilà. C'était énorme. C'était un pas vers cet univers connecté. Et on fête donc demain le 23e anniversaire de Windows 98. Voilà. Le temps passe. Aïe.
Bon. Oui, le temps passe d'ailleurs aussi tout de suite, là. Oui, on a encore, timing, on est encore bon. On a encore un petit peu de temps parce que dans l'actualité, eh bien, il y a des choses un petit peu plus légères quand même, mais qui font le fun aussi de notre quotidien, avec entre autres 2 nouvelles enceintes connectées. Alors, on va évoquer celle de chez Ikea dans un instant, mais auparavant, c'est les Echo Show, Jérôme, hein, puisque Amazon a annoncé 2 nouveaux Echo Show qui sont plutôt sympathiques. Echo Show, ça fait toujours un peu bizarre quand on le prononce, il y a un petit côté cochon. Je trouve. Vous savez que voilà, Amazon. Les cochons. Les cochons, c'est ça. Voilà. Et Amazon poursuit dans sa stratégie de nous mettre des enceintes un peu partout, de toutes les tailles, avec ou sans écran. Voilà. Et bien si là, vous n'en avez pas déjà 6 chez vous, c'est pas bien. Et bien là, il y a le Echo Show 8 de 2e génération et l'Echo Show 5 de 2e génération. L'Echo Show 8 comme 8 pouces, avec un écran de 8 pouces, une nouvelle caméra, avec ce fameux suivi de visage. Ça devient la mode aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, il n'est pas motorisé comme le modèle du dessus, le Echo Show 10. Exactement, mais il est un peu comme la caméra du nouvel iPad Pro, qui va en fait zoomer et dézoomer sans que l'appareil bouge, en fait, pour vous recentrer votre visage, même si vous vous baladez dans une pièce. Tout à fait. Ce premier Echo Show donc, de 8 pouces de 2e génération coûtera 130 € environ. Et puis il y a le petit modèle, Jérôme. Echo Show 5 qui, comme son nom l'indique, ne fait pas 5 pouces, mais 5,5. Voilà. Donc c'est le petit appareil à poser sur le bureau ou sur la table de nuit, avec un petit écran, puisque les 2 ont un écran, tu l'as dit. Sinon, au niveau des performances et la qualité de ces écrans a été un peu améliorée par rapport aux versions précédentes, mais il n'y a pas de grands changements et il coûterait environ 85 €. Voilà, alors pourquoi cette avalanche de nouveautés chez Amazon? Elle est toute simple, c'est que Amazon veut vraiment inonder le marché avec ses enceintes connectées, puisque derrière tout ça, il faut de l'Alexa, il faut un compte Amazon. Si on a un compte Prime, c'est encore mieux. Et à partir de ce moment-là, écoutez, on accède en fait à l'univers Amazon. Et vous savez qu'il y a cette compétition entre l'univers Google et le Google Assistant. Et puis de l'autre, Amazon Alexa. Donc il faut absolument inonder le marché avec ce type d'appareil qui coûte pas cher d'ailleurs, parce que pour 85 €, on a une enceinte connectée, on a un écran, on peut regarder des vidéos, etc. Donc voilà, c'est la folie en ce moment, cette compétition. Voilà pour les Echo Show nouvelle génération. Du son encore. Oui, du son encore, avec un nouveau produit issu de l'association étonnante entre Ikea et Sonos. Alors vous connaissez peut-être les premiers modèles qui étaient sortis de la gamme Symfonisk. Il y a 2 ans déjà, je crois. Alors il y avait des petites enceintes de bibliothèque classiques. Tout à fait. Il y avait un produit un peu plus original qui était une lampe. On se souvient. Et l'enceinte était dans le pied de lampe. C'est ça. Et bien là, encore un produit original signé Ikea et Sonos. Regardez ça, il s'agit en fait d'un tableau connecté enceinte, c'est-à-dire que vous voyez donc là l'intérieur en fait de l'enceinte avec des haut-parleurs, etc. Bien sûr, on est dans l'univers Sonos, ce qui fait que vous allez pouvoir piloter cette enceinte cadre depuis l'application Sonos, mais également directement, par exemple, depuis Spotify Connect, etc. Voilà, elle est compatible AirPlay 2. Elle est compatible AirPlay 2, tout à fait. Et puis, tu l'as dit, outre l'aspect audio, il y a un cadre, alors j'allais dire cadre photo, non, un cadre pour faire défiler des œuvres d'art, des images, des animations. Alors attention, on ne peut pas faire défiler, parce que ce n'est pas un écran. Si tu veux, c'est vraiment une espèce de mousse qui est collée contre le haut-parleur, que vous pouvez changer. Donc vous pouvez personnaliser l'enceinte en changeant, en fait, si vous voulez... On peut faire défiler, mais en les enlevant, en mettant une nouvelle. Voilà, c'est ça. Mais tu ne peux pas faire défiler comme ça avec le doigt. Non. C'est pas comme le cadre de Netgear. Bien sûr. Ouais. Non. Là, voilà. Et donc, vous pouvez personnaliser cette enceinte. La nouveauté, c'est que c'est un cadre. Donc, c'est peut-être plus esthétique qu'une enceinte traditionnelle. Et Sonos aurait beaucoup travaillé, parce pour tout vous dire, je n'ai pas eu encore l'occasion de l'écouter, mais Sonos aurait beaucoup travaillé sur l'aspect diffusion acoustique. C'est un peu... Ils ont intérêt à pas se rater, là. Voilà, c'est ça. Alors, avec une enceinte plate, c'est pas facile. Tout à fait. Et il nous tarde d'écouter le son. Est-ce qu'on peut avoir un bon son avec des aigus et des basses dans une épaisseur qui est quand même assez fine? Ça sera assez intéressant de tester tout ça. Donc. Ce qui est dommage, c'est que vous le voyez, c'est fait pour être accroché au mur, mais on est toujours prisonnier des fils. Et oui. Fil qui descend. Et voilà. Ça, c'est vraiment embêtant. À noter que cette enceinte sera disponible, je crois, mi-juillet pour 180 €. Elle n'est pas Bluetooth, elle ne fonctionne qu'en Wi-Fi, donc via l'appli Sonos.
Et on peut même, ça c'est intéressant, parce que comme elle rentre dans l'univers Sonos, on peut par exemple la mettre à l'arrière de votre salon, voiture. par exemple. Non. De la voiture, ça peut être cool, mais on ne voit plus pour se garer, c'est embêtant. Non, mais par exemple, tu peux t'en servir comme d'enceinte home cinéma. Ah oui, oui. Voilà. Ah, bien vu. Pas mal, hein? Ah, vous m'en mettrez 2. Et ben voilà. Bien vu. À tester donc. C'est vrai quand tu as le canapé collé au mur. IKEA Sonos Symfonisk. Cool. Voilà l'actu de cette semaine dans 01 Hebdo. Et Jérôme, on va accueillir tout de suite notre premier invité. Oui, on va parler cybersécurité avec un énorme casse. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Et pour cela, nous accueillons Bruno, pardon. C'est Benoît. Benoît Grunenwald. Bonjour Benoît. Grunenwald, bonjour. Expert en cybersécurité chez EZ qu'on retrouve régulièrement avec beaucoup de plaisir dans 01 Hebdo. Benoît, avant de parler de cette attaque qui a donc mis à mal quand même un énorme éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Electronic Arts. Ouais. Comme quoi tout le monde est visé, hein. On en parle souvent, hein, que ce soit des cliniques, des entreprises, des PME, mais aussi des géants du jeu vidéo. Benoît, peut-être un mot et rebondir sur l'actualité, on va dire toute fraîche. Oui. C'est la disparition, quand même d'un personnage haut en figure de la cybersécurité. De la cybersécurité. Il s'agit de John McAfee. Complètement. C'est un pionnier, hein, parce qu'il a débuté l'entreprise, il a fondé McAfee en 1987. Ce qui correspond d'ailleurs à l'arrivée des premiers virus. Il a fait ça aux États-Unis, pendant que nous, au même moment, on était en train de créer le premier code de l'antivirus Note 32. Donc ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes créé quasiment en même temps. C'était... On parlait tout à l'heure de Windows 98, mais on est dans cette période-là. Hein, c'est là où on a commencé à avoir des virus arriver, cette psychose du virus sur les ordinateurs, sous Windows. Ce proof of concept, c'était vraiment l'idée d'avoir ce challenge de pouvoir diffuser, de pouvoir modifier, de pouvoir prendre le contrôle de machines. Et c'est intéressant parce que vous étiez concurrents à l'époque. Hein, donc voilà, d'un côté il y avait Z, d'un côté il y avait McAfee, après il y a eu Norton, etc. Complètement. Alors nous, en venant des pays de l'Est, on avait encore notre propre marché, et je pense qu'au début, McAfee avait aussi son propre marché aux États-Unis. C'était encore... Les virus étaient déjà mondialisés, mais nos sociétés étaient quand même très localisées. Voilà, il paraît que c'était un mathématicien émérite, enfin voilà, quelqu'un de très doué dans ce domaine-là. Mais qui a eu une vie compliquée. Après, et qui a eu une vie, un destin, on va dire, un peu chahuté. On ne va pas tout vous raconter, mais il y a énormément d'articles sur le web sur le sujet. Mais, il était en prison, là. Il était en prison, visiblement, hein, à l'heure où on enregistre ce 01 Hebdo, il se serait suicidé dans sa cellule à Barcelone, parce que, enfin en tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais visiblement, 24 heures avant, il aurait appris que la procédure d'extradition qu'avaient demandé les US, parce qu'il était recherché aux US, avait été acceptée en fait par l'Espagne. Il s'apprêtait à retourner aux US pour, je crois, une histoire de fisc, et donc il aurait été emprisonné aux US. Et voilà, son suicide coïncide en fait à toutes ces annonces. Donc voilà. Mais il avait lâché l'entreprise McAfee. Oui, depuis 2010 en fait. Depuis bien longtemps, oui. Elle était passée aux mains de différents fonds d'investissement, de grandes entreprises. Et notamment Intel. Et il était devenu richissime à l'époque, bien sûr, puisqu'on peut imaginer que vendre McAfee à Intel, ça lui avait rapporté beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que c'est un personnage, et en plus, c'est un personnage qui avait donné son nom à son produit. Du coup, son nom est connu mondialement dans le monde entier. Ouais. Comme Norton, d'ailleurs. Hein. Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est à peu près le même. Alors, EZ, donc, autre grand acteur dans le monde de la cybersécurité. Benoît, vous vouliez nous parler donc aujourd'hui de cette histoire incroyable qui est arrivée à Electronic Arts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça ? Complètement. 780 gigas de données sont sortis des laboratoires aussi d'Electronic Arts, des laboratoires qui permettent de créer les jeux vidéo, notamment le code source et d'autres outils utilisés par les développeurs, ainsi que des informations sur les serveurs de matchmaking, notamment de FIFA 21. Et ça, c'est très important parce que c'est leur sauce secrète, ce qui fait que les jeux fonctionnent et ça peut être utilisé de différentes manières. Alors, certains aiment cela, hein, prenons le bon côté des choses, hein, notamment ceux qui aiment le rétro gaming. Peut-être que dans 20 ans, on sera content d'avoir le code source de FIFA 2021 ou de Battlefield. On le fera tourner sur des émulateurs. Bien sûr. Ça nous rappellera, ça sera très nostalgique.
Il y a aussi certainement un volet formation, parce qu'à partir du moment où un code source alors je ne l'ai pas vu, mais il est certainement beau, il est certainement bien fait, on sait que les jeux tournent bien. Il peut intéresser la concurrence aussi, non, Benoît ? Et là, effectivement, on part sur un volet qui est malheureusement plutôt néfaste, c'est la vente à la concurrence. Alors le prix est de 28 millions. Ce qui représente quand même... pour la revente La revente, le prix parce que il est en vente, complètement. Tranquillou. Si vous voulez acheter le code source, il faut juste débourser 28 millions. Mais alors, c'est incroyable. Le code source de FIFA ? Oui, complètement. Wow. Ouais. C'est incroyable. Mais est-ce qu'on sait Non, comment... c'est pas sur le Bon Coin, c'est sur le Darknet. Non, je plaisante, bien sûr, le Bon Coin ne vend pas des codes sources comme ça, des jeux vidéo, surtout pirates. Benoît, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment, en fait, Electronic Arts a pu se faire avoir, là ? Alors, on a des informations ? On a quelques bribes d'informations. Autant pour le code source et sa mise à disposition, on a des copies d'écran, on voit ce qui s'est passé, on a quelques preuves. Autant pour le mécanisme, cela n'a pas été confirmé par Electronic Arts. Donc c'est simplement les dires du cybercriminel. Et il aurait fait l'acquisition pour à peu près $10 de cookies de session d'un employé. Ceci lui aurait permis de reproduire la session qui permet à l'employé d'aller au Slack pour qu'il puisse coopérer, collaborer avec ses collègues. Il y a plein de mots que je ne comprends pas là. Hein. Jérôme, si. Tu peux me décoller tout ça, s'il te plaît ? Les cookies, c'est sur ton navigateur, les petits trucs qui te permettent de te reconnecter une fois que tu t'es déconnecté. D'accord. C'est ça ? C'est ça, et ça permet en fait de faire, lorsqu'on se connecte à un service, on va dire, ne me redemande pas de me reconnecter quand je viens la prochaine fois. Toutes mes données sont déjà préenregistrées. Mais il n'y a pas de mot de passe. On reconnaît. Oui. Il n'y a pas le mot de passe pour autant dans le cookie. Alors, il n'y a pas le mot de passe. Par contre, si on prend le cookie et qu'on prend le navigateur, on peut en faire une sorte de copie. Et dans ce cas-là, c'est tout le navigateur que l'on va cloner pour accéder à la session de l'utilisateur. Et ça peut fonctionner pour des réseaux sociaux, pour des applications comme Slack. Moi, je ne veux pas qu'on vole mes cookies. Exactement. Et du coup, on peut aussi conseiller de ne pas cocher se souvenir de moi lorsque l'on se connecte. Et qu'on dit se souvenir de moi, la première chose que l'on fait, c'est que l'on autorise notre navigateur à stocker des informations sur nous. C'est tellement pratique, Benoît, parce qu'après, on est obligé à chaque fois de Non, mais si tu utilises un gestionnaire de mots de passe, tu n'as pas ce problème. C'est le gestionnaire qui fait le boulot. Exactement. Ouais. Il y a des gens qui retiennent bien les leçons. Il y a des gens qui retiennent les leçons. J'ai pas dit de nom, j'ai dit gestionnaire de mots de passe. Non, mais c'est vrai. Donc, la sécurité, c'est contraignant. Oui, la sécurité, c'est contraignant. Mais c'est incroyable, cette histoire de vol. Ce qu'il y a de dingue, c'est que Electronic Arts, qui est une boîte qui brasse des milliards aujourd'hui, qui est l'un des acteurs majeurs du jeu vidéo, puisse se faire avoir comme ça. C'est fou. Alors, se faire avoir comme ça, c'est quand même une technique qui est assez complexe. Hein. Le coût de l'achat du cookie est dérisoire. Mais il l'achète à qui ? Il faut qu'il corrompt un employé, en fait ? Alors, la menace interne peut être une solution, mais on sait également que des logiciels malveillants sont installés sur des machines. Et leur travail, c'est de récupérer ces informations-là. Ah oui. Donc souvent, on entend dire, moi, j'ai pas d'antivirus ou j'ai un antivirus gratuit, j'ai pas besoin, je vais pas consulter des choses très importantes. Mais en fait, le simple fait d'être mal protégé fait que les informations peuvent partir et être mises en vente sur des forums de ce type-là. Quelle histoire! Merci Benoît pour toutes ces précisions. Franchement, Jérôme, quand tu joueras à FIFA, tu auras peut-être une petite larme qui coulera en pensant à Electronic Arts. Je vais essayer de réunir 28 millions d'euros. Voilà, effectivement. C'est jouable. Hein. On va faire un crowdfunding. Merci beaucoup. Merci Benoît. Benoît Groenenwald, donc notre expert cybersécurité chez EZ France. On va s'intéresser à un autre sujet, François, ludique mais utile, avec notre deuxième invité. Et Denis Bled nous rejoint sur ce plateau, cofondateur de Ender Ocean. Pour notre rendez-vous TechCare. Denis, Bonjour. vous pouvez enlever votre masque si vous le désirez. C'est comme vous avez. Mettez-vous à l'aise. Merci en tout cas d'être avec nous. On a de la distance. Donc, je disais cofondateur de Ender Ocean dans notre rendez-vous TechCare, Jérôme. Tout à fait. Et c'est donc un jeu vidéo utile qui permet de nettoyer les océans, c'est ça ? Oui, c'est un jeu vidéo qui va permettre de contrôler un robot sous-marin pour aller récupérer les déchets plastiques et les filets de pêche qui sont malheureusement égarés par les pêcheurs aujourd'hui. Le jeu vidéo, il a deux parties. Il a une partie, on va dire, classique, telle que tout le monde la connaît,
Donc un système où vous allez avoir des graphismes 3D, vous allez évoluer dans un milieu sous-marin. Et puis une deuxième partie qui va être la vraie vie, c'est-à-dire vous allez pouvoir voir au travers de la caméra du robot sous-marin et vous allez contrôler le robot sous-marin avec un simple navigateur web. Waouh! Et vous en avez combien de robots, enfin, ces robots sous-marins, ils sont où? Alors on est en phase de démarrage. Sur les robots sous-marins aujourd'hui, on en a 2 qui sont utilisés très régulièrement. Ouais. On en a un qui est dans un bassin à Seignos où on peut prendre la main dessus quand on le souhaite pour s'entraîner, ce qu'on appelle le centre d'entraînement. Et puis on en a un autre pour lequel qu'on utilise pour les événements ponctuels où on va aller faire une opération de communication et de sensibilisation. Donc pour l'instant, il n'est pas encore lancé ce jeu. Ce jeu, il va être lancé à la Journée mondiale des océans en 2022 où on va communiquer plus largement et on va convier évidemment les personnes qui nous auront suivis d'ici là pour utiliser le jeu, s'amuser, sensibiliser leurs enfants, parce que c'est une de nos principales missions. Bien sûr. Et c'est très malin, en fait. Parce que, évidemment, avec le ludique, on peut faire passer beaucoup plus de messages, finalement. Tout à fait. C'est ça. On peut faire passer beaucoup plus de messages. C'est pour ça qu'on a pris cette voie. Aujourd'hui, on est incubé à la Spielfabrik, qui est un incubateur de jeux vidéo. Et on est accompagné par des experts du domaine qui nous donnent des conseils sur comment créer le jeu, combien de niveaux, comment ça va se passer, etc. Donc ce sera quoi, un jeu de quête? Voilà, on l'imagine comme ça aujourd'hui, un jeu de quête, on a des missions à accomplir, il faut récupérer tant de plastique, ça permet de gagner des points, de monter en niveau. Et l'objectif, c'est à partir du moment où vous avez un certain nombre de points, un certain nombre de médailles, de badges que vous avez pu acquérir, bien là, en fait, vous rentrez dans la vraie vie. Et vous allez pouvoir manipuler le vrai robot, descendre avec des plongeurs. Ah oui, ce sera réservé aux privilégiés, en fait, aux meilleurs. Aux meilleurs, tout à fait. Bon, je ne vous cache pas que ça pose des questions sur comment je protège l'environnement, comment je fais en sorte que les plongeurs qui vont descendre avec les robots sont en toute sécurité. Donc ça, c'est des problématiques qu'on adresse. Et donc, évidemment, on souhaite mettre un genre de diplôme qui va permettre à la fin du jeu virtuel de dire ok, cette personne est apte à descendre avec... Mais les robots, ils communiquent comment? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technologique, en fait. Aujourd'hui, ils fonctionnent en 4G, c'est-à-dire qu'on a un ordinateur qui est proche du robot, qui est à bord d'un bateau. D'accord. Donc, pas très loin des côtes. Très loin des côtes, moins de 20 000, pour être précis. Et une communication qui est suffisante, c'est-à-dire un débit qui est suffisant pour pouvoir relayer la vidéo. Et puis derrière, on remonte tout ça et ça finit sur votre PC, au travers de votre navigateur. Vous n'avez rien à installer. C'est dingue. Et vous êtes connecté. Mais est-ce que ça marche vraiment? Alors moi j'ai plusieurs questions. Déjà la 4G, c'est bien, mais la 5G, c'est mieux. C'est mieux parce que ça permettra d'avoir peut-être moins de latence, parce que quand on joue comme ça en direct, en temps réel, 4G, avec un robot et qu'on le pilote, plus l'inertie de l'eau, ça doit pas être facile. Aujourd'hui, on a des temps de latence d'à peu près une demi-seconde, ce qui, grosso modo, équivaut à la latence l'inertie que vous auriez à piloter un gros véhicule dans la vie courante. C'est-à-dire que quand vous êtes à bord d'un gros camion, quand vous freinez, ça ne freine pas tout de suite. Il y a une petite inertie. Là, c'est un peu le même principe. Pas tous les jours des camions, Jérôme, peut-être. Non, mais bon, vous pouvez peut-être le comprendre. D'accord, on voit tout à fait. Et l'idée, c'est que, d'utiliser la 5G. Aujourd'hui, elle est en cours de diffusion en France principalement. Les principales villes, Marseille, Bordeaux, bientôt Paris. Mais c'est pas là qu'on va opérer, bien évidemment. Ça a démarré, Par contre, vous l'avez au Havre, vous l'avez dans différents ports, donc ça va s'étendre. On discute, pour tout vous dire, avec des opérateurs. Ouais. Mais Denis Bled, il y a une vraie volonté, ce sera réellement utile, ça servira à nettoyer les océans, ou c'est plus pour sensibiliser un jeune public? Alors aujourd'hui, tous les essais qu'on a faits ont permis de montrer que il y avait une capacité à remonter les déchets. Les robots, ils sont équipés d'une pince qui permettent de capter les déchets, mais on voit bien que c'est limité de ce point de vue-là. C'est pour ça qu'on voudrait mettre en place un système d'aspirateur qui va être beaucoup plus efficace et qui va permettre finalement d'aller draguer le déchet beaucoup plus facilement. Est-ce que ça sera gratuit, le fait de jouer à ce jeu? On l'envisage gratuit. C'est-à-dire qu'on imagine que ce sera du free-to-play. Donc, un jeu qui va être sponsorisé et par finalement les metteurs sur le marché, les gens qui mettent des produits sur le marché et qui se disent
voilà, je ne souhaite pas que mes déchets, mes emballages se retrouvent dans l'océan, donc je participe de cette manière-là. Est-ce qu'on n'est pas à l'aune peut-être d'une nouvelle manière de jouer? On parle beaucoup d'escape game et finalement c'est une espèce de escape game à distance finalement. On n'est pas très loin. Nous, on a nommé ça, parce qu'on s'est dit, bon, il y a un moment donné, il faut donner un nom là-dessus. On appelle ça un real life impact game. C'est-à-dire que vous avez un impact sur le monde réel quand vous jouez. C'est un peu précurseur, on a que peu d'exemples sur ça, et on se dit, oui, clairement ça séduit. On a eu une... Vous étiez à Vivatech? On était à Vivatech et on a eu de très bons retours. Le concept plaît beaucoup, il y a beaucoup d'attentes, donc on espère qu'on sera au rendez-vous l'année prochaine. 2022, vous avez dit? Mois de juin. Juin 2022. Pour la Journée mondiale des océans. Bon, vous pourrez nous réserver une partie? Oui, ça va être possible. Avec Jérôme? Je pense que ça va être possible. Très bien. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ce jeu en avant-première sur 01 TV dans 01 Hebdo. Ouais, merci à vous. Cool. Bon, il faudra trouver un endroit où la mer est un petit peu plus bleue et moins trouble. Hein, parce que là, en même temps, c'est pour ramasser des saletés. Méditerranée, voilà, c'est ça. C'est pas mal. Parfait. Merci beaucoup, Denis, cofondateur de Under Océan. Et puis on se rend compte que les enjeux en fait, de la pollution des océans, elle est partout. Hein. Enfin, l'actualité en Corse, notamment, il n'y a pas longtemps, avec ces dégazages et ces boulettes de pétrole, de fuel, c'est terrible. Merci beaucoup. On va passer au télécom maintenant. Et c'est Amélie Charnet que nous retrouvons, notre Madame Télécom. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie Charnet, journaliste à 01net.com, spécialisée évidemment dans les télécoms, vous le savez. Alors Amélie, on n'est pas à Barcelone? Vous non plus, je crois, non? Non. Zut, elle nous a vus. Il y aura personne. Il n'y a personne à ce salon. Alors, ça va être très compliqué. Donc, déjà, l'année dernière, ça n'a pas eu lieu. Cette année, c'était organisé plus tard. Mais finalement, il y a plein de gens qui se sont désistés et des gros acteurs comme Google qui n'ont même pas de stand. Wow. Et sur le peu de gens qui viennent, il n'y a qu'un tiers des exposants qui auront un stand réel. Donc, le reste, ce sera virtuel. Ce sera du hybride, donc. Donc, c'est lundi, ça démarre lundi en Voilà, principe. pas de grosses annonces produits. Peut-être que Samsung va annoncer une smartwatch, mais en fait, tout au plus, quoi. Ça sera surtout professionnel, surtout entreprise, un peu infrastructure. Mais même sur le côté infrastructure, vous avez des équipementiers quand même comme Ericsson et Nokia qui ne viennent pas, qui ne font même pas un stand virtuel. Alors que j'aurais pensé... des très gros stands tous les ans, Ericsson. Oui, alors bon, évidemment, hein, c'est un salon qui est organisé par la GSMA, hein, qui regroupe en fait tout l'écosystème des télécoms, hein, bien sûr. D'habitude, c'est en février, et c'est un rendez-vous avec Jérôme qu'on vous fait suivre depuis de très nombreuses années. Hein. On délocalise 01 TV, on vous fait visiter les stands, on vous fait découvrir toutes les nouveautés. Malgré tout, Amélie, à J-3-4, là, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce salon? Est-ce que, malgré tout, il y aura des annonces? Alors, il y a une conf qui est très attendue, c'est celle d'Elon Musk, qui va parler de sa constellation de satellites Starlink. Je ne sais pas si ça sera révolutionnaire, mais il nous a habitués quand même à faire des annonces un peu folles. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment suivre ça avec attention. Tout à fait. Il l'a fait en visio ou est-ce qu'il sera sur place? Il l'a fait en visio, oui. D'accord. Et puis ensuite, on a quand même les opérateurs. Tous les gros opérateurs mondiaux seront là, comme Orange, comme Vodafone, comme Deutsche Telekom. Ils seront là avec un stand réel et ils vont faire beaucoup de démos 5G. Alors parce qu'ils sont membres aussi de la GSMA. Donc c'est vrai que pour eux, c'était compliqué de ne pas créditer ce salon alors qu'ils en sont les actionnaires. Quoi, tout à fait, mais ils ont quand même besoin de visibilité, ils ont quand même besoin, c'est quand même un rendez-vous international malgré tout, il y aura des rencontres un petit peu informelles qui vont se faire avec tout l'écosystème mondial, chinois et américain. Mais les Américains seront très peu là, Qualcomm ne vient pas par exemple. Wow. Qui était lui aussi un énorme stand, même s'ils font quand même une petite keynote en marge du salon. Les Asiatiques sont là Non un peu, mais pas beaucoup, finalement. Les nouveaux, c'est vraiment en demi-teinte, voire en sourdine, quoi. La 5G
La 5G est On quand va même... en parler, bien sûr. Oui, il y a quand même des évolutions, hein, mine de rien, maintenant qu'elle est lancée. En fait, finalement, c'est le meilleur il va falloir en qui faire quelque s'annonce. chose. Voilà. Et donc, là, cette année, au Mobile World Congress, il y aura quand même des ordinateurs 5G de plus en plus. Tiens, des ordinateurs 5G. Et là, ça devient hyper intéressant dans le contexte qu'on a connu de crise sanitaire, parce que finalement, on a tous été obligés parfois d'improviser une séance de travail dans un endroit qui n'était pas hyper bien connecté en Wi-Fi. Et c'est là où on voit toute l'utilité qu'il peut y avoir de se connecter en 5G sur un ordinateur portable. Je trouve que l'ordinateur portable a regagné un petit peu un rôle central, alors qu'on croyait tout faire sur son smartphone à distance. Mais là, on voit bien, si on veut être mobile pour travailler... Il faut un plus grand écran, il faut un clavier. Ça devient incontournable. Et la 5G trouve du coup un nouvel usage dans ce télétravail. On peut dire qu'en 2022, voilà, la plupart des PC intégreront une connectivité 5G, ou en tout cas les PC haut de gamme, c'est ça? Voilà, alors ça c'est la première étape, mais il y a aussi maintenant les nouvelles évolutions de la 5G. Là, ils vont être 5G non-standalone, c'est-à-dire avec un cœur de réseau 4G. Donc un gain de débit, mais c'est tout. Pas de latence en moins. Donc là, ce qu'on attend vraiment, la prochaine évolution, c'est la 5G standalone avec un vrai cœur de réseau 5G. Alors, la vraie 5G, quoi. Voilà, les journalistes appellent ça la vraie 5G, ce qui rend hystérique les opérateurs. Parce qu'ils disent, mais en fait, la vraie 5G, depuis le début, arrêtez de dire ça. Ça perturbe leur marketing, en fait. Tout à fait. Ouais. Bon, malgré tout, c'est vrai que c'est là qu'on aura vraiment un gain en latence, qu'il y a des nouveaux usages qui vont pouvoir se généraliser, qu'il va y avoir le fameux network slicing pour les entreprises dans des réseaux privés. Et donc coupe en tranche la 5G. Voilà, avec des accès prioritaires. Tu payes plus, tu as une meilleure qualité de 5G. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais on peut même imaginer, pourquoi pas, que la police, demain, aura accès au réseau 5G et qu'elle aura juste son slot réservé. Ça va un petit peu simplifier tout. Et Orange me disait il n'y a pas longtemps que dès l'année prochaine, il lance la 5G standalone pour les réseaux privés. Et pour le grand public, ça sera 2022. Donc la latence, vraiment, où on va avoir un gain, ça sera... et vraiment, où on va réduire par 10 la latence, ça sera 2022. En fait, ce sera le vrai lancement ou le deuxième lancement de la 5G. Exactement. Et là, en fait, on vit un galop d'essai, la 5G. Ouais, c'est ça. Il y aura entre-temps encore une évolution qui sera les ondes millimétriques. Donc là, pour l'Europe, c'est le 26 GHz. Ça va être une nouvelle bande de fréquence. Et là, on va encore gagner en débit. Et ça pourrait être aussi à peu près vers 2021-2022. Ça va vite arriver, alors. Ça va vite. Alors, la France est assez en retard sur ce volet-là parce qu'on n'a pas encore... publier la façon dont ça va être attribué aux opérateurs. Voilà, les fréquences ne sont pas encore disponibles, hein, ces fréquences millimétriques. C'est le cas pour le coup de la plupart des pays européens, mais pas de la France ni de l'Espagne. Et là, en fait, on a un usage inattendu qui pourrait se développer en France, c'est le Fixed Wireless Access. Oula. C'est-à-dire exactement comme vous avez les box 4G aujourd'hui dans les zones rurales pour avoir un accès Internet. Oui, si on n'a pas d'ADSL ou de fibre. Voilà, et ben c'est ça en fait en version 5G, c'est-à-dire que vous allez capter le réseau extérieur 5G et à l'intérieur créer un réseau Wi-Fi. Et là, pour le coup, il y aura tellement de capacité parce que la largeur de spectre sera tellement grande que vous pourrez atteindre les débits de la fibre. C'est ça. Et en illimité aussi. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus aujourd'hui en fait, ces limitations de tant de gigas comme on l'a en 4G. Parce qu'en fait, voilà, il y aurait beaucoup plus de capacité. Hein. C'est ça. Donc là, pour l'instant, les box 4G, c'est très bien. Mais les gains ne sont pas si fous par rapport à la DSL. Là, vraiment, ça va être un énorme tournant. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les opérateurs français disaient pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, de toute façon, la fibre optique va être partout sur le territoire. On n'en a pas besoin. Finalement, on sait très bien que la fibre optique, elle va se déployer jusqu'en 2030. En attendant, il y a encore des gens qui ont la DSL. Il y a encore des gens qui ont un débit vraiment... Et puis, il y aura toujours des gens qui n'auront pas la fibre, hein, mais on le sait bien. Hein. Il y aura des laissés pour compte. La maison perdue dans la montagne. Voilà. Mais en revanche, comme là, avec la 5G, il y a des ondes, on peut imaginer pouvoir accéder et atteindre des zones où il n'y aura pas de fibre. Encore faut-il que la 5G arrive dans le monde rural, ce qui n'est pas... une réalité tout de suite, on va dire. Et ben alors, avec ces ondes millimétriques, ce serait possible. Alors, elles ont une faible propagation, mais en zone rurale, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de grands immeubles, et ben ça sera peut-être plus facile à installer. Voilà, ça dépendra à chaque fois de l'environnement. Mais dans une plaine, on va dire, pas de souci. Oui, parce qu'elles ont une faible portée, les ondes millimétriques. Voilà, et c'est là qu'on aura aussi accompagné avec les ondes millimétriques besoin d'avoir ces fameuses small cells qui ont fait tant parler d'elles. En plus des grosses antennes macro qu'on connaissait aujourd'hui, ils vont devoir déployer, les opérateurs, des petites antennes un petit peu partout. Et ça sera aussi en zone urbaine, ça va permettre énormément de décongestionner nos réseaux. Donc c'est tout ça qui arrive un petit peu en même temps. Ça à l'horizon 2025 ?
Ou Ah avant non, les ondes millimétriques, millimétriques, ça a déjà commencé en Europe. La moitié des opérateurs ont déjà des bandes de fréquences. Et en France En France, je pense qu'il y aura des communications de l'ARCEP en septembre et que peut-être pour la fin de l'année 2022? prochaine. Peut-être pour la fin de l'année Fin prochaine. 2022? L'attribution des fréquences. D'accord. Donc 2023, on va dire. Voilà, 2022-2023. Parfait, merci Très bien. beaucoup Amélie. Vous voyez, on ferme les yeux, on avait les tapas devant nous, Jérôme. On a vu les images de Barcelone. On était à magnifiques, Barcelone, au MWC. Eh oui. Ça nous Merci manque, Barcelone. C'est vrai. Mais peut-être en février prochain. Est-ce qu'on a la date du prochain MWC, tiens? Alors j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'ils vont revenir à février 2022? C'est la bonne Je question. n'en ai aucune idée. Et peut-être qu'ils on attendaient verra. aussi un petit peu de voir Oui, les comment ça va résultats se pour passer. cette édition-là. Bah, ouais. exactement. Merci beaucoup Amélie. Et Voilà, c'était la séquence télécom. Ouais. Mais c'est tellement bien les télécoms avec Amélie. Mais oui. On s'y voit. Mais c'est tout à fait clair. C'est tellement bien aussi le rendez-vous de Jordan. Oh là on est là, d'accord. n'en parlez pas. C'est un autre C'est style. pour ça qu'on garde le meilleur pour la fin. À tout de suite. Jordan Cosino, qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Eh ben, Il pose c'est- des questions encore. Il pose Hein des questions à Nicolas Lelouch qui y répond. Et voilà. Parfois, c'est pas facile parce que les questions posées par Jordan sont un peu compliquées. D'autant que c'est vous, en plus, qui posez toutes ces questions avec le hashtag Je veux savoir. Regardez et écoutez Jordan et Nico. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Je veux savoir, Je la veux chronique mais c'était que pas déjà tous Je les veux savoir États-Unis le- nous envient, BBC qui n'est pas du tout aux États-Unis, c'est bon à savoir, avec Nicolas Lelouch. Bonjour, Bonjour Jordan. bienvenue, Merci. welcome comme disent les Américains. Bah bien sûr vu que la BBC. Nicolas, tu es là pour répondre aux questions qui ont été posées. Et on passe tout de suite à la première question. On a Doombiab qui nous demande comment est-ce que vous trouvez le Samsung A52 4G? 4G. Dommage. On partait sur le A52 5G, j'aurais dit il est super. Le A52 4G, je vais pas dire qu'il est super. Pourquoi le fait que l'autre soit 5G change tout? Non, c'est pas le même processeur, c'est pas le même écran. Il y a pas mal de différences entre les deux. C'est bizarre comme nom. Ah oui. En soi, le A52 4G, vous allez voir, et c'est là qu'ils sont forts chez Samsung. Le A52 4G est plus proche du A72 que du A52 5G. Vous avez suivi? Non, c'est normal. Si vous comprenez la gamme de Samsung, déjà bravo, parce que vraiment... elle est compliquée la gamme chez Samsung. Le A52 4G n'est pas un mauvais smartphone. Maintenant, le A52 5G, pour je crois moins de 100 € de plus, vous allez retrouver un écran 120 Hz, vous allez avoir une puce plus puissante, vous allez avoir la 5G, une meilleure autonomie aussi. Je suis plutôt du genre à vous recommander le A52 5G que le A52 4G. Quitte à prendre un téléphone 4G aux alentours de 300-400 €, vaut mieux aller chez Xiaomi ou même chez les Google Pixel 4a qui sont de super téléphones. À mon avis, ça sera des meilleurs choix. Et on est parti pour une autre question. Le Pixel 4a 5G est-il bien? Oui. C'est un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment. Le prix, c'est 499 € de base, mais il y a certainement des promotions, comme assez souvent, même si c'est vrai que Google n'est pas celui qui fait le plus de promotions. Mais à ce prix-là, déjà, vous avez de la 5G. C'est pas mal. Vous avez les appareils photo Google qui sont super bons, un grand angle, un ultra grand angle, avec c'est dopé à l'amélioration algorithmique et ça marche super bien. Les photos sont d'une excellente qualité. Un bon écran OLED, une autonomie qui est une des meilleures du marché sur le milieu de gamme. Donc non, franchement, très très bon produit. Dory d'Original qui nous demande « Je veux savoir, il y a de plus en plus de smartphones reconditionnés comme des iPhones assez récents. Qu'en pensez-vous » Dans tous les cas, c'est très bien comme initiative. Il y a toujours la question, malheureusement, de à qui on l'achète. Parce qu'à reconditionner, il y a des acteurs qui sont fiables, avec qui vous garantissent que le téléphone est examiné, la batterie est changée, l'écran est remplacé, et d'autres qui parfois vont être un petit peu moins regardants, qui vont vous donner un appareil qui est un petit peu plus abîmé que ce qu'on vous a prévenu. Donc vraiment, renseignez-vous sur le site sur lequel vous achetez, renseignez-vous sur les conditions de retour aussi, si le téléphone n'est pas dans la bonne qualité. Est-ce que le site va vous proposer un échange contre un produit un petit peu mieux conservé? Maintenant, oui, le reconditionné, ça a l'avantage d'être écolo, déjà, c'est une très bonne chose, d'être un petit peu plus économique, vous avez forcément des meilleurs prix. Donc à partir du moment où ça rentre dans vos critères d'achat et que voilà, vous êtes intéressé par le produit, qu'il vous semble positionné au bon tarif, ouais, je pense que c'est une très bonne alternative et c'est peut-être plus rassurant que l'occasion pour certaines personnes. Donc ouais.
On a Argan Corvisi, ou Argan, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit « Nos portables sont de plus en plus puissants. Pourquoi ne voyons-nous pas de vieux jeux de PS2 ou de PS1 par exemple être adaptés sur mobile ? Ça serait un marché hyper intéressant pour les licences. » C'est une question de licence, simplement. Parce qu'on a eu quelques... les jeux GTA, par exemple, qui ont été portés sur mobile. Plus récemment, il y a eu des jeux qui sont sortis en même temps sur smartphone et sur console. C'est souvent des jeux un petit peu minimes. Je pense au dernier Professeur Layton qui était arrivé sur les deux plateformes. Pas trop gourmand non plus. Qui n'est pas trop gourmand, mais bon, c'est vendu 50 € sur DS. Ah oui. Sur DS, sur Switch, et sur téléphone, il est vendu à une vingtaine d'euros. Okay. Donc, en tout cas, au lancement, j'ai pas les prix en tête. Et les anciens jeux de la licence sont en train d'arriver. Donc, c'est possible. Pour beaucoup de jeux, on parle de la PS2. Les jeux phares des PlayStation, c'est souvent des jeux qui appartiennent à PlayStation Studio. Vous savez que PlayStation, ils ont pas forcément envie de lâcher ça sur mobile parce qu'ils ont tout intérêt à vous y faire jouer sur leur console ou sur le PlayStation Now, qui est leur abonnement de cloud gaming. Donc pour moi, c'est une question de droit. L'émulation, elle existe, elle a toujours été possible. On peut faire tourner un jeu de Wii, un jeu de PlayStation 2 sur un smartphone Android. Maintenant, vous n'êtes pas censé avoir le droit de télécharger la ROM si vous ne possédez pas le jeu. Il y a plein de soucis légaux de ce genre. L'autre fait important, c'est que beaucoup de personnes jouent sur leur smartphone avec l'écran tactile, que l'écran tactile n'est pas forcément adapté. Il y a toujours la possibilité de connecter une manette, sauf que c'est un marché qui est évidemment restreint. Donc est-ce que les éditeurs ont vraiment un intérêt à développer un jeu, à mettre des développeurs là-dessus pour qu'au final, il n'y ait que 5% des gens qui le téléchargent qui ont une manette ? Ça vaut pas forcément le coup. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Skyrim sur téléphone, oui, c'est vrai qu'à l'écran tactile, ça peut être un peu compliqué. I used to be an adventurer like you. And I took an arrow in the knee. Eidar 1293, 1293, comme disent les Belges, qui nous demande est-ce qu'il y aura une nouvelle Apple Watch ? Pas sûr, je crois qu'il s'arrête là. Ah, ils ont dit que c'était la dernière. Oui, il y en aura une. Historiquement, en tout cas depuis qu'Apple a vraiment un vrai stick sur l'Apple Watch, c'est au mois de septembre, y compris l'année dernière avec la pandémie où ils avaient dû décaler les iPhones, c'était déjà au mois de septembre. Donc j'ai envie de vous dire rendez-vous au mois de septembre. Certains disent qu'il y aura juste des nouvelles fonctions santé, un meilleur processeur, et d'autres, mais bon, c'est un petit peu plus dur à vérifier, parle d'un nouveau design plus proche de l'iPhone 12 avec des bords plats notamment. Une date de conférence, Nicolas ? Je sais que c'est ton petit jeu de trouver la date de la conférence. Comme ça, c'est la première fois que vous l'aurez entendu, ça sera ici. On va faire mieux, parce que je ne vais pas donner une date, je vais vous dire deuxième semaine de septembre, le mardi. Mardi 14 septembre. On part sur le 14. Écoute, Tim Cook, si tu peux organiser ça le 14, ça nous arrange. Donc voilà, c'est la première fois. J'espère vraiment que ça arrive le 14 septembre. Ça serait très drôle. Ça serait formidable. Écoutez, voilà, potentiellement donc à la conférence d'Apple de septembre et qui serait, selon Saint-Nicolas Lelouch. Info 01net. Exclu. Évidemment, c'est une info à prendre avec les pincettes, vous l'aurez compris. Merci en tout cas, Nico. Merci François et Jérôme. On se retrouve tout de suite en plateau. À tout de suite. Et bien voilà. Bon, les paris sont lancés pour le 14 septembre. 14 septembre, l'oracle Nicolas. On aurait dû lui demander la date du Mobile World Congress 2022. Oui, c'est ça. Trouver l'amour, Nicolas. Bon, yes. Eh bien écoutez, ce 01 Hebdo est terminé. On a été évidemment ravis de passer cette petite heure en votre compagnie. Voilà, surtout vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur les box Orange 141, Canal 141, SFR Canal 32, Free Canal 231 et France Sat Canal 81. Il est très fort, il a pris des notes. Il est bien descendu. Ouais, bravo, bien joué. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre, bien sûr, et portez-vous bien d'ici là. Salut à tous.